Bienvenue dans le monde étrange et fascinant de la nature, où les particules subatomiques, si chères à la physique quantique, ont pris le pouvoir. En tant que physicien, j'ai passé ma vie à étudier le comportement de ces particules en laboratoire. Aujourd'hui, je pars en mission dans la nature. Je vais vous prouver que la physique quantique est la clé des plus grands mystères de la biologie. C'est une grande aventure que je vais vivre et un défi que je me lance. Mon objectif ? Appliquer les théories que je connais si bien et que j'ai observées en laboratoire au monde du vivant. Je suis persuadé que la physique quantique peut expliquer les mystères de la vie. Les particules que j'étudie sont partout, comme des fantômes au cœur de nos châteaux. Quand les plantes absorbent la lumière du jour, leurs cellules se chargent d'ondes qui rayonnent partout à la fois. Même nos 5 sens fonctionnent grâce à d'étranges vibrations quantiques. Dans le monde merveilleux de la biologie moléculaire, la vie est le fruit du hasard et des lois quantiques. C'est du moins ce dont je veux vous convaincre. Je vais vous montrer que la mécanique quantique est omniprésente dans nos fonctionnements vitaux. Il se pourrait même qu'elle soit l'origine de la vie. Je commence ma mission par l'un des plus beaux spectacles que nous offre la nature. La migration des oies sauvages. Chaque hiver, les bernaches arrivent ensemble sur les berges de la même rivière écossaise. C'est la fin d'un voyage de plus de 3000 km depuis le Svalbard, un archipel à la limite de l'océan Arctique. De nombreux oiseaux migrent au sud en hiver, puis rentrent chez eux en été. Pendant des décennies, on a cherché à percer le mystère des oiseaux migrateurs et de leur sens de l'orientation. Récemment, les scientifiques ont fait une découverte capitale. Ces dernières années, une espèce d'oiseau en particulier a permis une véritable révolution scientifique. Je fais partie des nombreux physiciens qui ont été très surpris d'apprendre comment se dirigent les oiseaux migrateurs, ou plutôt, grâce à quelle astuce. Les oiseaux utilisent un principe de la mécanique quantique qui a laissé perplexes les plus grands physiciens, de Richard Feynman à Albert Einstein lui-même. Quand je vais vous dire de quel oiseau il s'agit, vous n'allez pas en revenir. Voici le rouge-gorge quantique. Voici un rouge-gorge. Chaque année, il migre du nord de l'Europe au sud de l'Espagne et inversement. Dans son laboratoire dans les bois, le biologiste Henrik Moritzen tente de percer le secret du rouge-gorge. Pour cela, il s'intéresse à un univers que je connais bien, celui de la mécanique quantique. La mécanique quantique étudie le comportement parfois étrange des particules subatomiques. Dans le monde de l'infiniment petit, il faut laisser de côté le bon sens et l'intuition. On entre dans un monde où les objets se propagent parfois comme des ondes. Les particules quantiques peuvent être à plusieurs endroits à la fois. Elles savent également communiquer entre elles. Je voulais comprendre comment les oiseaux trouvaient leur chemin. Finalement,
Après avoir accumulé de nombreuses données, il n'y avait qu'une seule explication possible à ce que j'avais observé. Henrik étudie la théorie la plus répandue. Les rouges-gorges s'orienteraient par rapport au champ magnétique terrestre. Son laboratoire ressemble à une immense cage à oiseaux. Ces cônes en plastique couverts de papier sensible au contact permettent la prise de mesure. Le champ magnétique du laboratoire est identique au champ terrestre, sauf que Henrik peut le diriger dans la direction qu'il souhaite. À en croire les rayures à l'intérieur des cônes, les rouges-gorges volent toujours dans la même direction. Mais comment est-ce possible? Le champ magnétique terrestre est bien trop faible pour être détecté par un être vivant. Henrik a fait une découverte surprenante en couvrant la tête des oiseaux. On utilise une petite cagoule en cuir, similaire à celle qu'utilisent les fauconniers, mais plus petite. Il y a une ouverture au niveau de l'œil gauche et une autre au niveau de l'œil droit. Ce qu'on remarque si on couvre l'œil droit, c'est qu'on éteint le capteur magnétique de l'hémisphère gauche du cerveau. Et si on couvre l'œil gauche, on éteint le capteur situé dans l'hémisphère droit. Le capteur magnétique du rouge-gorge se trouverait donc dans ses yeux. Je vais vous montrer ce qui se passe au niveau de mes yeux à moi. Nos yeux nous servent avant tout à voir, mais ils possèdent aussi un second mécanisme de détection de la lumière. Si je dirige cette lampe vers mon œil, ma pupille se rétracte. C'est un réflexe de défense qui protège ma vue. Mes yeux réagissent aux particules lumineuses qu'on appelle photons. L'énergie que dégagent les photons suffit à déclencher des réactions chimiques qui commandent mes muscles oculaires. Il se pourrait que la lumière ait exactement le même effet sur les yeux du rouge-gorge. En fait, elle fournit en énergie la boussole magnétique unique du rouge-gorge, qui fonctionne donc grâce à des particules subatomiques. Il n'y a que la physique quantique qui puisse expliquer ce phénomène. Imaginez que les réactions chimiques des yeux des rouges-gorges se déroulent en fait dans un paysage de montagne. Pour provoquer la réaction chimique, il faut d'abord pousser des molécules jusqu'au sommet d'une montagne. Grâce aux expériences de Henrik, on sait à présent que c'est la lumière qui fait le gros du travail. Lorsqu'elles atteignent le sommet, les molécules deviennent extrêmement sensibles à la moindre variation. La boussole chimique du rouge-gorge se trouve donc en équilibre sur un sommet situé entre deux vallées. Si la boussole penche d'un côté, certaines réactions chimiques se produisent, et vice-versa. À ce moment-là, la moindre petite variation dans le champ magnétique terrestre suffit à faire basculer les molécules d'un côté ou de l'autre. Ce phénomène dépend d'un principe physique pour le moins complexe. Mais ne vous en faites pas si vous avez un peu de mal à suivre. Albert Einstein lui-même le qualifiait d'effrayant. Ce principe s'appelle l'intrication quantique. Et il mobilise des particules qui semblent communiquer plus vite que la vitesse de la lumière. En 1935, Einstein a publié un célèbre article dans lequel il jugeait ce principe impossible. Mais il avait tort. Des expériences récentes ont prouvé que les particules subatomiques étaient réellement intriquées. En d'autres mots, elles peuvent influer les unes sur les autres dans l'espace. C'est exactement ce qui se produit dans l'œil du rouge-gorge. Lorsqu'un photon atteint l'œil du rouge-gorge, il se forme ce que l'on appelle une paire d'électrons intriqués.
Je vous explique comment ça marche. Chaque électron peut avoir deux états. Pour simplifier, je les appelle rouge et vert. C'est là que ça se complique. Tant que je n'ai pas effectué de mesure, l'électron n'est ni l'un ni l'autre, mais les deux à la fois. Imaginez les électrons comme des disques en rotation. Ils sont à la fois rouges et verts. Mais si j'envoie une fléchette, je peux obliger le premier électron à être rouge ou vert. Je m'en remets au hasard. Je ne sais pas quelle couleur j'obtiendrai tant que je n'ai pas lancé ma fléchette. Je sais que mon premier électron est rouge. Maintenant, imaginons que je vise le deuxième électron. A priori, je me dis qu'il y a une chance sur deux pour qu'il soit rouge ou vert. C'est comme ça que fonctionne le monde de tous les jours. Mais en fait, pas du tout. Selon le principe d'intrication quantique, les électrons sont mystérieusement liés entre eux. Par exemple, si le premier est rouge, le deuxième le sera aussi à tous les coups. Ce n'est plus du hasard. C'est comme si le premier électron disait quoi faire au deuxième. C'est ce qu'Einstein trouvait si effrayant. Les électrons savent qu'ils doivent être de la même couleur, et ce, quelle que soit la distance à laquelle ils se trouvent. Mais le plus incroyable, c'est que les deux électrons ne sont pas toujours de la même couleur. Ils peuvent être intriqués autrement. Par exemple, si le premier est rouge, le deuxième sera forcément vert. C'est ce lien mystérieux qui est la clé du secret de la boussole du rouge-gorge. Et c'est le champ magnétique terrestre qui modifie le résultat obtenu. Près de l'équateur, les électrons seront rouges et rouges, tandis que plus près du pôle, ils seront rouges et verts. C'est ainsi que la boussole chimique du rouge-gorge lui indique sa direction. Les fluctuations du champ magnétique terrestre, aussi faibles soient-elles, modifient la façon dont les électrons s'intriquent dans l'œil du rouge-gorge. Et c'est ce qui oriente l'oiseau. On comprend enfin comment le champ magnétique terrestre, alors qu'il est très faible, influe sur le comportement d'un animal. Il est à l'origine des réactions chimiques qui permet au rouge-gorge de pouvoir s'orienter. C'est donc un phénomène de mécanique quantique qui est à l'origine de la migration des oiseaux. Et ça, c'est une première en biologie. Et les biologistes n'ont pas fini d'être surpris par la physique. Le rouge-gorge s'oriente grâce au phénomène d'intrication. Effrayant. Il est souvent difficile de reproduire les effets subtils de la physique quantique en laboratoire. Pourtant, le rouge-gorge y arrive sans problème, et dans la nature. Les expériences qui ont été menées sont bien réelles et reproductibles. J'ai beau les voir de mes yeux, j'ai encore du mal à y croire. L'observation de la migration des oiseaux a donné naissance à une nouvelle science, la biologie quantique. Tout un monde à découvrir. Grâce aux pionniers de la discipline, on sait que les phénomènes quantiques ne touchent pas seulement les oiseaux. Nous sommes tous concernés. Les recherches les plus récentes suggèrent que nous faisons tous de la physique quantique sans le savoir, et en particulier à chacune de nos inspirations. Salut, Jem. Comme t'es mignonne. Notre sens de l'odorat est remarquable. Il se démarque nettement de la vue et de l'ouïe.
Parmi les milliers d'odeurs que nous identifions, certaines sont capables de réveiller en nous des émotions et des souvenirs vivaces, comme si notre odorat était directement relié à notre mémoire. Mais notre odorat se distingue aussi d'une autre manière. La vue et l'ouïe impliquent la détection d'ondes lumineuses et sonores, tandis que notre odorat repose sur la détection de particules et de molécules chimiques. Les scientifiques commencent à comprendre depuis peu à quel point notre odorat est encore un mystère. Pendant des décennies, les biologistes ont cru savoir comment notre nez parvenait à détecter différentes molécules. Mais des physiciens comme Jenny Brooks sont d'avis que les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Et la physique quantique n'y est pas pour rien. Quand on parle de l'odorat et de la science de l'olfaction, on s'imagine qu'on sait déjà comment ça marche. Et il est vrai qu'on en sait beaucoup. On sait ce qui compose une odeur, on connaît la partie du corps qui permet de sentir, mais on est bien loin d'avoir fait le tour de la question. Pour en savoir plus, je vais réaliser une petite expérience olfactive. Pour cela, je vais avoir besoin de l'odorat de Jem. Chaque individu dégage un véritable cocktail de molécules. Jem peut repérer 1 gramme de ce cocktail dans une ville entière. Elle n'a aucun problème à trouver celui que je cherche. Voici Colin. Colin est jardinier. Il a l'habitude des parfums des fleurs. Colin, je vais tester vos capacités olfactives. Super. Je vais vous faire sentir des produits. À vous de me dire ce qu'ils vous évoquent. OK. Je commence par un facile. On dirait du dentifrice à la menthe. Exactement, c'est du menthol. Du menthol, d'accord. De l'essence de menthe. Voilà le suivant. Vous devriez vite trouver. J'ai l'impression de faire un gâteau avec ma fille. C'est du sucre glace? De la vanille. Oui, c'est ça. Quand notre nez détecte un composé chimique, il envoie un signal nerveux à notre cerveau. Chaque composé provoque une sensation différente. Jusqu'à présent, on pensait que la sensation dépendait de la forme de la molécule. À en croire une théorie qui date des années 1950, chaque molécule olfactive a une forme propre qui correspond à un récepteur de même forme placé dans notre nez. Si la molécule a la même forme, elle s'emboîte parfaitement, comme une clé qui aurait trouvé sa serrure. Ce mécanisme s'appelle d'ailleurs le modèle de la serrure et de la clé. Dès qu'une molécule trouve un récepteur à la bonne forme, le récepteur envoie l'information olfactive. Chaque récepteur est relié à une zone distincte de notre cerveau. Ainsi, une molécule de menthol se fixe à un récepteur bien précis, qui envoie la sensation mentholée. Mais le modèle de la serrure et de la clé se heurte à des incohérences. Et avec ma prochaine expérience, vous allez comprendre pourquoi. Voyons voir. Et cette odeur-là, elle est assez forte. Oui. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Un souvenir en particulier? Je pense à des biscuits de Noël. À la pâte d'amande. Oui, c'est exactement ça. Aux amandes. Oui, tout à fait. Si Colin a reconnu le parfum des amandes, c'est grâce à une molécule olfactive appelée benzaldéhyde. Mais j'aurais pu tout aussi bien lui faire sentir un autre produit chimique, le cyanure. Le benzaldéhyde et le cyanure ont tous les deux la même odeur. Ils sentent l'amande. Pourtant, les deux molécules sont de formes très différentes. Le principe de la serrure et de la clé ne suffit donc pas à expliquer comment fonctionne notre odorat.
comment se fait-il que deux molécules si différentes aient la même odeur? C'est du côté de la biologie quantique que se trouve la réponse. Notre nez ne sent pas les molécules. En fait, il les écoute. Il n'y a donc pas que la forme des molécules qui compte. Regardons de plus près ce modèle de molécule de cyanure. La bille blanche ici est un atome d'hydrogène, que ces barrettes grises relient à un atome de carbone et un d'azote. Mais là encore, ce n'est pas si simple. Pour mieux comprendre ce qui se passe, prenons cette grande bille blanche. Vous voyez, les atomes ne sont pas immobiles. Les liens sont comme des cordes qui vibrent. Et au final, ça change tout. Le secret de notre odorat repose justement sur la vibration des molécules olfactives. C'est comme si elles jouaient de la musique pour notre nez. Imaginez que le récepteur placé dans mon nez est comme une guitare. Avant de pouvoir jouer une note, la molécule parfumée doit entrer dans mon nez. Une fois qu'elle est en place, ces liaisons chimiques forment la corde de la guitare. Il ne reste plus qu'à jouer. Les molécules des récepteurs contiennent des particules quantiques, des électrons. En sautant d'un atome à l'autre, les électrons font vibrer les liaisons des molécules olfactives, comme ma main quand je pince les cordes de ma guitare. Ce qui est formidable avec cette théorie, c'est que l'odorat ne tient plus à la forme d'une molécule olfactive, mais à ses vibrations, ou plutôt ses ondulations. Résultat, notre odorat fonctionne de manière similaire à notre ouïe, par exemple. Une molécule donnée, par exemple d'herbe coupée, vibre à une fréquence précise. Une autre molécule, par exemple de menthe, vibre, elle, à une fréquence différente. Et c'est pour ça que le cyanure sent l'amande. Les deux molécules ont beau avoir des formes différentes, leur liaison chimique vibre à la même fréquence. Avec ces vibrations quantiques, la molécule odorante ressemble beaucoup à une particule sonore. En fait, le processus d'olfaction est similaire au principe d'acoustique. Notre sens de l'odorat est bien plus proche qu'il n'y paraît de l'ouïe et même de la vue. Mais notre nez a-t-il vraiment des oreilles? Pour tester cette théorie étrange, voici une expérience qui l'est tout autant. Voilà comment ça marche. Je pars d'une molécule fruitée, comme la fleur d'oranger. Si la théorie est juste, je devrais pouvoir changer son parfum en modifiant ses vibrations. La molécule contient plusieurs atomes d'hydrogène reliés à des atomes de carbone. Mais que se passerait-il si je remplaçais tous ces atomes par un autre type d'hydrogène, qu'on appelle deutérium? La forme de la molécule restera la même. Par contre, elle vibrera différemment. Je vous explique pourquoi. Le deutérium est 2 fois plus lourd que l'hydrogène classique. Par conséquent, il vibre plus lentement. Puisque des vibrations différentes produisent des odeurs différentes, en créant une nouvelle version de cette molécule et en remplaçant l'hydrogène par du deutérium, on devrait obtenir un parfum différent. Les biologistes quantiques ont trouvé une méthode bien particulière pour mener cette expérience. Il se fie aux compétences d'une experte en parfums fruités, la drosophile. On apprend d'abord à la drosophile à éviter la version modifiée de la molécule odorante. Je me demande comment ils font pour dresser une mouche.
mais on dirait bien que c'est faisable. En laboratoire, les mouches circulent dans une sorte de labyrinthe. Là, on leur propose un choix. Soit elles tournent à droite vers la bonne odeur de fruits, soit à gauche vers la molécule modifiée. Les drosophiles remarquent tout de suite la différence et choisissent toute la molécule de fleurs d'oranger. Cette expérience prouve que la théorie quantique fonctionne. Pour autant, le principe de la serrure et de la clé s'applique lui aussi. Les deux sont complémentaires. La molécule s'accroche d'abord au récepteur avant que ses vibrations ne transmettent l'information olfactive. Aussi incroyable que cela paraisse, les mouches, les humains et les chiens perçoivent les odeurs à leur petite musique quantique. Notre sens de l'odorat est absolument fascinant et bien plus mystérieux qu'il n'y paraît. Quand je pense qu'à chaque fois que je sens un parfum et qu'il m'évoque des souvenirs, des émotions, tout cela, je le dois à la mécanique quantique. C'est vraiment remarquable. La physique quantique est absolument partout dans la nature. Elle est au cœur de chaque cellule vivante présente sur Terre. C'est la physique quantique qui permet de comprendre l'un des plus grands mystères de la nature. Le miracle de la métamorphose. La transformation du tétard en grenouille a longtemps été une énigme pour la science. En à peine plus de 6 semaines, le tétard se rétracte avant de prendre sa forme adulte. Comment ce phénomène peut-il avoir lieu en si peu de temps ? Quand on y pense, il n'y a rien de plus extraordinaire que la métamorphose du tétard en grenouille. Sa queue, par exemple. En quelques semaines, elle se résorbe à l'intérieur du corps. Et les protéines et les fibres qui la composent servent à former les nouveaux membres de la grenouille. Des milliards et des milliards de réactions chimiques ont lieu, ce qui permet de casser les molécules et d'en former de nouvelles dans un balai soigneusement millimétré. Pourtant, les fibres qui soutiennent les tissus sont extrêmement solides. Elles sont un peu comme les cordes de mon radeau. Si je veux le démonter, je vais d'abord devoir défaire des nœuds très serrés. Je continue sur cet exemple. Les tissus du tétard sont soutenus par de longues cordes de protéines nouées entre elles par des liaisons chimiques. Ces liaisons sont si solides qu'elles pourraient tenir pendant des années, bien au-delà de la durée de vie du tétard. Mais alors, comment fait-il pour se changer si vite en grenouille? La réponse se trouve du côté de molécules indispensables à la vie. Des petites ouvrières au cœur de nos cellules, les enzymes. Ce sont les enzymes qui font fonctionner la cellule. Elles sont comme des petites machines qui opèrent les transformations chimiques nécessaires à la vie. Elles jouent un rôle absolument crucial. Grâce à elles, les réactions chimiques essentielles à nos cellules se déroulent à vitesse grand V. Je vais vous montrer à quel point elles sont rapides. Dans cette bouteille se trouve un produit appelé peroxyde d'hydrogène. Vous l'avez reconnu, c'est ce qu'on utilise pour se décolorer les cheveux. D'ailleurs, ce flacon vient de chez mon coiffeur.
Le peroxyde d'hydrogène est également produit par notre corps. C'est le foie qui est chargé de l'éliminer. Pour cela, il a recours à une enzyme qui réduit le peroxyde d'hydrogène à l'état d'eau et d'oxygène. Je vais vous montrer à quel point cette enzyme est rapide. On va faire une petite expérience. Ici, j'ai des morceaux de foie. Je l'ai haché pour libérer l'enzyme. Maintenant, regardez bien ce qui se passe quand j'ajoute les morceaux de foie et donc l'enzyme au peroxyde d'hydrogène. L'oxygène s'échappe presque immédiatement. Avec à peine 100 grammes de foie, ma fusée a bondi de 6 mètres. Les enzymes du foie sont extrêmement réactives quand il s'agit de détruire le peroxyde d'hydrogène. Grâce aux enzymes, le processus se déroule près d'1 million de fois plus vite. Dans la métamorphose, ce sont des enzymes qui déstructurent la queue du tétard. Elles sont chargées de détruire une protéine extrêmement résistante appelée collagène. Le collagène est l'une des protéines les plus importantes du monde biologique. C'est lui qui donne de la résilience et de l'élasticité aux tendons, au cartilage et bien sûr à la peau. Dans la queue du tétard, le collagène constitue l'échafaudage qui soutient les tissus. Pour que le tétard puisse se changer en grenouille, il a besoin d'une enzyme appelée collagénase, qui est capable de débiter le collagène en petits morceaux, ce qui a pour effet de faire s'effondrer l'échafaudage de sa queue. Mais comment font les enzymes pour briser des liaisons chimiques avec autant de rapidité? Encore une fois, c'est la biologie quantique qui a la réponse. Imaginez plutôt que les différentes parties de ce nœud sont en fait des particules subatomiques, des électrons et des protons qui composent la molécule. Pour défaire ce nœud, les enzymes vont devoir déplacer les protons. Mais vous le voyez, c'est une tâche qui demande des efforts et du temps. Il y a énormément de nœuds. Pour parler des efforts que les protons doivent fournir, les physiciens disent qu'ils doivent franchir une barrière énergétique. Voici ma barrière énergétique. Et voici mon proton. Pour briser une liaison chimique, il lui faut suffisamment d'énergie pour passer la barrière. Mais quand on calcule le temps que cela devrait prendre, on se rend compte que le proton est bien trop lent pour pouvoir déstructurer la queue d'un tétard. C'est pour cela que les protons se changent en fantômes. Je sais ce que vous vous dites, que c'est l'idée farfelue d'un théoricien et que ce n'est qu'une vague hypothèse et qu'on ne pourra jamais prouver un phénomène pareil. Et pourtant, si, et il se produit tout le temps. À l'échelle quantique, les protons n'ont pas besoin de franchir la barrière énergétique. Il leur suffit tout simplement de la traverser. L'effet tunnel est l'un des concepts les plus étranges de la mécanique quantique. Il n'est comparable à rien de ce que nous connaissons. Une particule quantique peut franchir une barrière énergétique, aussi impénétrable soit-elle. Ces particules ne sont bien sûr pas solides. Elles n'ont rien de commun avec un ballon, par exemple. Elles se comportent plutôt comme des ondes capables d'infiltrer les barrières énergétiques. Une particule peut disparaître d'un côté de la barrière et réapparaître de l'autre au même instant. Et cet effet a été démontré par la physique nucléaire. Sans l'effet tunnel, le Soleil cesserait de briller. Mais je n'aurais jamais cru observer cet effet chez le tétard.
Je le répète, ce phénomène est on ne peut plus étrange. C'est comme si je me plaçais face à un mur de briques et que je disparaissais comme un fantôme, avant de réapparaître de l'autre côté du mur. Le grand avantage de l'effet tunnel, c'est sa rapidité. Ce phénomène se produit incroyablement vite, bien plus vite que si les protons devaient franchir la barrière énergétique. En tant que physicien nucléaire, l'effet tunnel quantique est en quelque sorte mon gagne-pain. Les particules subatomiques y ont recours en permanence. Mais revenons à notre grenouille. Sans les protons fantômes, la métamorphose du tétard en grenouille serait impossible. Les liaisons chimiques sont comme des nœuds. L'effet tunnel les dénoue en un temps record. Regardons ces nœuds de plus près. Ils ont l'air identiques, mais il y a une légère différence entre eux. Sur ce nœud, les deux extrémités de la corde se trouvent du même côté, tandis que sur celui-ci, elles se trouvent de part et d'autre. Ce qui semble être un détail a en fait toute son importance. Ce nœud-là est très difficile à défaire, tandis que celui-ci se dénoue facilement. L'effet tunnel transforme les nœuds serrés en nœuds faciles à défaire. Ainsi, toute la structure de collagène de la queue du tétard se disloque facilement. Enfin, d'autres enzymes restructurent la grenouille sous sa forme adulte. L'effet tunnel des particules quantiques a beau être pour le moins étrange, il fait partie du quotidien des physiciens. C'est ce même effet qui est responsable de la désintégration radioactive, ou même du fonctionnement du Soleil. C'est grâce à l'effet tunnel que le Soleil et les étoiles brillent. Mais ce même phénomène a lieu au cœur de chaque cellule qui compose chaque être vivant sur notre planète. Et ça, c'est extraordinaire. La biologie quantique s'applique à tous les êtres vivants. On a vu que les oiseaux, les mammifères, les insectes et les amphibiens étaient tous l'objet d'étranges lois quantiques. Les recherches les plus récentes portent sur un processus vital bien précis, dont dépendent toutes les formes de vie sur Terre. La transformation de l'air et de la lumière chez les plantes. Ce beau spécimen s'appelle l'Aryx decidua, ou mélèze d'Europe. Il mesure une trentaine de mètres de haut. En ce moment même, tout près de la planète Vénus, un photon file à toute vitesse vers notre arbre. Le photon achèvera bientôt son long voyage en provenance du Soleil. Son objectif ? Déclencher une suite de réactions chimiques indispensables à la vie sur Terre. La photosynthèse. Chaque seconde de chaque jour, 16 000 tonnes de végétaux apparaissent sur notre planète. C'est incroyable quand j'y pense. Notre existence même sur Terre dépend d'un phénomène qui se produit en à peine 1 trillionième de seconde. La première étape de la photosynthèse consiste à absorber l'énergie du Soleil. Il s'agit d'un processus efficace à presque 100%, bien plus efficace que nos technologies humaines. Mais comment font les plantes? C'est l'un des grands mystères de la biologie. Et c'est la physique quantique et ses bizarreries qui nous donnent la réponse. Même les physiciens ont eu du mal à y croire. On a eu comme une révélation. C'était extraordinaire.
J'avais l'habitude de travailler sur des expériences ou des problèmes abstraits, puisque je suis théoricienne. Je mettais toujours mes théories à l'essai en laboratoire, un environnement où tout est sous contrôle. Quand j'ai compris que mon travail permettait de mieux comprendre comment la nature fonctionne, je l'ai vécu comme un nouveau souffle dans ma vie de scientifique. Et je me suis prise de passion pour cette discipline. La biologie classique nous explique que la couleur verte des plantes vient des molécules de chlorophylle. Dans les cellules végétales, ces molécules absorbent la lumière du soleil. Cette énergie est ensuite convertie en un temps record en nourriture pour la plante. Tout ce processus dure à peine 1/1000 de millionième de seconde. Quand le photon atteint la cellule, il supprime un électron de la molécule de chlorophylle, créant ainsi une petite particule d'énergie appelée exciton. L'exciton circule alors parmi les molécules de chlorophylle jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le centre réactionnel. Là, l'énergie qu'il contient alimente les processus chimiques qui engendrent les biomolécules essentielles à la vie. Mais comment l'exciton fait-il pour trouver son chemin jusqu'au centre réactionnel? La biologie classique propose une explication peu convaincante. L'exciton lui-même ne sait pas bien où il va. Il rebondit dans tous les sens, comme dans un flipper. C'est ce qu'on appelle la marche aléatoire. Au bout d'un moment, il finit par avoir fait le tour de la cellule jusque dans ses moindres recoins. Malheureusement, ce n'est pas très efficace. Parce qu'alors, quand l'exciton finirait par atteindre le centre réactionnel, ce serait par pur hasard. Si l'exciton errait sans but d'une molécule de chlorophylle à l'autre, il mettrait beaucoup trop de temps à atteindre le centre réactionnel. Il finirait par perdre toute son énergie. Or, ce n'est pas le cas. Il doit y avoir une explication plus satisfaisante. Des expériences récentes ont permis d'obtenir de précieux indices sur le sujet. Les chimistes ont projeté des lasers vers des cellules végétales afin de reproduire la lumière du soleil. Et l'exciton est loin de se promener de molécule en molécule. Le hasard n'a rien à voir là-dedans. La théorie de la marche aléatoire n'expliquait pas ce qu'on observait en laboratoire. Le mystère restait entier. On n'avait toujours pas d'hypothèse concluante. En réalité, les plantes obéissent à la règle la plus célèbre de la mécanique quantique. Le principe d'incertitude. En bref, l'exciton ne se trouve jamais à un seul endroit en particulier. Quand il traverse la cellule, l'exciton se comporte comme une onde quantique. Il ne se déplace donc pas d'un point A à un point B. En d'autres mots, et même si cela semble absurde, il se dirige dans toutes les directions à la fois. En se comportant comme une onde, l'exciton peut explorer tous les itinéraires possibles. On touche précisément à l'un des phénomènes les plus étranges de la mécanique quantique. Au lieu de partir dans un sens ou dans l'autre, l'onde suit toutes les directions à la fois. C'est ce qui la rend si efficace. Ce qui est formidable, c'est qu'en essayant simultanément toutes les trajectoires possibles jusqu'au centre réactionnel, l'exciton parvient à livrer l'énergie qu'il contient le plus vite possible. Pour les physiciens comme moi, cette découverte est absolument incroyable.
Les cellules vivantes sont pleines de molécules et d'atomes qui circulent entre eux. Dans toute cette agitation, les excitons, eux, transportent leur énergie sous la forme d'ondes quantiques. Et c'est grâce à eux que la vie sur Terre est possible. Cette découverte m'a ouvert de toutes nouvelles perspectives. J'aime le fait que pour comprendre pleinement la nature et le fonctionnement des plantes, les scientifiques de toutes disciplines, biologistes ou chimistes, interagissent les uns avec les autres. Et c'est quand nous travaillons ensemble que nous levons le voile sur les mystères de la nature. À mes yeux, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. La recherche scientifique est formelle. C'est bien la mécanique quantique qui façonne le monde du vivant. Ce n'est pas étonnant qu'on observe des phénomènes quantiques dans des systèmes biologiques. Ils sont simplement plus efficaces. L'intrication quantique s'observe d'habitude en laboratoire, dans des conditions parfaitement contrôlées. On sait maintenant que c'est ce qui permet au rouge-gorge de s'orienter avec précision. Grâce aux vibrations quantiques, notre nez écoute les molécules odorantes et nous offre une meilleure perception du monde qui nous entoure. Les cellules des animaux contiennent des protons qui disparaissent puis réapparaissent, comme des fantômes, pour accélérer leurs processus vitaux. Avec la photosynthèse, nous plongeons au cœur des cellules végétales, où des ondes quantiques transforment l'énergie solaire en un instant. J'entends parfois, mais les physiciens travaillent là-dessus depuis des décennies. Oui, mais la biologie, elle, y travaille depuis des millions d'années. La mécanique quantique remonte aux origines de la vie. La fin de mon voyage approche. Il est temps pour moi de conclure. En tant que scientifique, je mets mes hypothèses à l'essai à l'aide d'expériences méthodiques. J'ai essayé de préparer une expérience qui m'aide à répondre à la plus grande question biologique que je me pose. La physique quantique joue-t-elle un rôle dans le mécanisme de l'évolution ? En 1859, Charles Darwin a changé notre vision du monde avec sa théorie de l'évolution et de la sélection naturelle. Il a notamment étudié les différences entre les humains et les grands singes. 150 ans plus tard, la théorie de Darwin est plus que jamais d'actualité et elle s'applique à toutes les espèces vivantes. Mais j'aimerais en savoir plus sur les interprétations les plus récentes de sa théorie. Existe-t-il une théorie quantique de l'évolution ? La biologie quantique peut-elle m'expliquer pourquoi les escargots ont des coquilles ? Les escargots qui vivent dans mon jardin ont des coquilles plutôt monotones. Mais regardez un peu cet escargot. Les motifs sur sa coquille reproduisent les rainures de la tige sur laquelle il se trouve. C'est un escargot des bois, ou Cepaea nemoralis. Les motifs sur sa coquille ne doivent rien au hasard. Venez voir. C'est ici que finissent les escargots qui n'ont pas su se fondre dans le paysage. Cette pierre s'appelle une enclume.
La grive musicienne se nourrit principalement d'escargots qu'elle attrape dans son bec avant de casser leurs coquilles sur l'enclume. Je ne vois pas beaucoup de coquilles d'escargots des bois. Les couleurs de leurs coquilles leur offrent le camouflage idéal contre la grive musicienne. Selon la théorie de Darwin, l'évolution dépend de variations au sein d'une même espèce. Les escargots bien camouflés ont plus de chances de survivre et donc de se reproduire. Ils transmettent alors leurs coquilles caractéristiques à la génération suivante. C'est ainsi qu'une espèce s'adapte. Ce sont donc les variations entre les différents escargots qui motivent leur évolution. Toutes les espèces évoluent pour s'adapter à leur environnement. Mais je me demande quel rôle joue la mécanique quantique dans tout ça. Il n'y a qu'un moyen de le découvrir, en faisant une expérience. Après toutes ces aventures dans l'univers de la biologie quantique, je suis de retour chez moi, à l'université de Surrey. Dans mon laboratoire, je décide d'étudier la molécule star de la science. L'acide désoxyribonucléique, ou ADN. Dans sa double hélice, l'ADN renferme le code génétique de chaque organisme vivant. Darwin en ignorait totalement l'existence quand il a étudié les variations des espèces. L'ADN n'a été découvert qu'en 1953 par deux scientifiques, Francis Crick et James Watson. Quand on pense ADN, on voit immédiatement sa fameuse structure en double hélice. Ce n'est pourtant pas le plus important. Les secrets de la génétique se trouvent au milieu. Les 4 molécules colorées s'appellent des bases. Les couleurs sur le côté, par exemple bleu, rouge, bleu, constituent un gène qu'un parent transmet à son enfant. On pourrait comparer un gène à un puzzle où tout s'emboîte, comme ça. Chaque brin de la double hélice forme une suite colorée. On obtient toujours les mêmes combinaisons de couleurs. Une base bleue se fixe à une base jaune et une base verte à une base rouge. Il n'y a que ces couleurs qui s'emboîtent ensemble. Crick et Watson ont découvert comment l'ADN transmettait son code génétique à une nouvelle cellule. Lorsque des cellules se reproduisent, les 2 brins d'ADN se séparent avant d'être dupliqués. Là encore, la base rouge se fixe à la base verte et la jaune à la bleue. Peu à peu, la cellule forme 2 nouveaux brins. 2 copies parfaites d'un même code génétique. À ce niveau-là, les variations n'apparaissent pas encore. L'ADN dupliqué est identique à l'original. Pourtant, lorsque l'ADN se duplique, il se produit parfois un phénomène essentiel. Il arrive que la copie comporte des erreurs, que l'on appelle mutations. Regardez ces 2 bases de plus près. Elles sont reliées entre elles par des particules subatomiques, des protons. Ce sont eux qui lient les brins d'ADN entre eux. Ces protons changent parfois de côté. Si les brins d'ADN se divisent alors que les protons se sont déplacés, ils se retrouvent au mauvais endroit. Du coup, la base rouge ne peut plus se fixer à une base verte. Elle n'a pas d'autre choix que de se lier à une base jaune. Par conséquent, la copie n'est plus identique à l'original. J'ai ici une base jaune au lieu d'avoir une verte. On vient d'introduire une mutation génétique. Les protons ont modifié l'ADN de l'escargot et introduit un nouveau gène.
Mais comment font les protons pour se déplacer? C'est encore une bizarrerie de la biologie quantique. Pour qu'une mutation ait lieu, les protons doivent franchir une barrière énergétique. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les enzymes? Eh bien, c'est exactement la même chose. Grâce à l'effet tunnel, les protons n'ont plus à se soucier de la barrière énergétique. Mais en a-t-on la preuve formelle? Mes collègues biologistes cherchent à observer ces mutations quantiques. Jusqu'à peu, les biologistes ignoraient tout de la physique quantique. Quand on leur expliquait qu'une particule pouvait être à deux endroits à la fois, ils étaient pour le moins sceptiques. Pour notre expérience, on utilise des échantillons de bactéries. Le premier échantillon est placé dans de l'eau qui contient naturellement des noyaux d'hydrogène, des protons. Quand les bactéries se reproduisent, on compte les mutations. Si notre théorie est exacte, on devrait pouvoir modifier le taux de mutation. Vous vous souvenez de la théorie quantique de l'odorat? Et si je remplaçais le proton par son grand frère, le deutéron? C'est comme ça qu'on appelle un atome de deutérium. Il est 2 fois plus lourd qu'un proton. Cela devrait modifier son comportement tunnel. La mécanique quantique n'a pas fini de nous étonner. Les protons maîtrisent bien l'effet tunnel, pas les deutérons. Ils sont plus lourds et leur onde est moins stable. Le deuxième échantillon de bactéries est placé dans de l'eau lourde, riche en deutérons. Si notre théorie est exacte, on devrait observer beaucoup moins de mutations. Pour l'instant, les résultats sont très encourageants. Nos expériences préliminaires montrent une baisse du nombre de mutations lorsque les bactéries se reproduisent dans une eau riche en deutérons. J'ai l'intuition qu'on est sur la bonne piste, mais il faudra attendre un peu avant d'en être absolument sûr. Nous verrons bien ce que la science nous réserve. Même si la théorie est juste, les mutations de ce type restent rares. Les expérimentations sont prometteuses. On espère bientôt lever le voile sur ce processus essentiel à la vie. La mécanique quantique nous permettra peut-être de mieux comprendre l'évolution. Et ça, c'est incroyable. En fait, l'histoire de la biologie quantique commence tout juste de s'écrire. Ce que la grenouille, le rouge-gorge, la drosophile et l'arbre nous ont montré, c'est que les effets quantiques sont partout dans la nature. C'est ce que je retiens de cette aventure. Et puis, qui sait quelles découvertes les scientifiques feront demain? La biologie quantique est une véritable révolution. Il est temps pour moi de retrouver mon laboratoire.